Les médias perdus sont tous médias dont on pense qu'ils n'existent plus sous aucun format ou dont aucune copie ne peut être localisée. Le terme englobe principalement les médias visuels, audiovisuels, tels que les films, les émissions de télévision, la musique et les jeux vidéo. De nombreux originaux d'émissions de télévision et de radio enregistrés sur bande magnétique peuvent être perdus et ne pas traverser l'épreuve du temps. En fait, il faut savoir que les studios de cinéma détruisaient généralement très souvent leurs éléments originaux de films en nitrate, car le matériel cinématographique et de télédiffusion était souvent considéré comme éphémère et sans grande valeur historique. En gros, une fois qu'ils avaient généré leurs revenus et qu'ils n'intéressaient plus personne, ils étaient détruits. Aujourd'hui, ça serait la fin du monde si l'original de Star Trek ou Jurassic Park était détruit, mais à l'époque c'était courant, et j'imagine pas en fait le nombre de chefs-d'œuvre dont la bande originale a été détruite justement à cause de cette pratique. Certains médias considérés comme perdus peuvent tout de même exister dans des archives de studios ou dans des archives publiques, mais peuvent ne pas être disponibles en raison de règles de droit d'auteur ou de restrictions des donateurs. En raison de la nature instable de tout format, les films, les bandes magnétiques, les disques phonographiques, les disques optiques comme les CD et les DVD, ainsi que les données numériques stockées sur des disques durs, ce sont des formats qui peuvent se dégrader naturellement avec le temps, surtout s'ils ne sont pas conservés dans des conditions de stockage correctes. Et bien évidemment, heureusement, la technique facile et rapide et efficace pour conserver quoi que ce soit dans le monde pour une durée indéterminée mais suffisamment longue pour qu'une ou plusieurs personnes l'aient déjà téléchargé ou elles-mêmes stocké sur un disque dur, ce qui va rallonger considérablement sa durée de vie et l'empêcher de devenir un lost media, on la connaît, puisque vous l'utilisez littéralement maintenant pour regarder cette vidéo, c'est bien sûr Internet. Littéralement, cette vidéo restera probablement sur Internet après ma mort, et si seulement l'un d'entre vous se rend sur YouTube to MP4 et télécharge cette vidéo et la stocke sur un disque dur, Internet peut mourir demain, que ma vidéo existera toujours. Elle pourra être repartagée avec d'autres abonnés et ne sera jamais un lost media. Pour ceux qui ne comprennent pas où je veux en venir, peut-être tout le monde en fait, j'essaie juste de vous expliquer que le fait qu'un contenu disparaisse définitivement de la surface de la Terre, aujourd'hui, c'est presque impossible. Mais à l'époque, tout était différent. Si un artiste peu connu sortait une musique qui ne dépassait pas le stade de la cassette enregistrée dans son garage, et que ceux-ci ont été détruits, cet artiste n'existe littéralement plus nulle part. C'est un espèce de néant étrange où ce qui était n'est plus, et pourtant, parfois, par le hasard ou par mégarde, dans un grenier poussiéreux après la mort d'un proche âgé, on retrouve une cassette d'une artiste que personne ne connaît. Un lost media retrouvé. Aujourd'hui, on va passer au travers de 9 contenus qui, eux aussi, étaient dans ce fameux néant, mais ont été retrouvés. Sauf que ceux-ci, il aurait mieux valu ne jamais les retrouver. En 1980, une émission est diffusée sur un réseau de télévision chrétienne nommé Joy Junction. C'est un classique de la télévision américaine diffusé sur une chaîne publique. Il s'agit d'un village animé par le shérif de la ville tout au long de la durée de vie de l'émission. Les habitants de la ville se rejoignaient et jouaient à des jeux éducatifs sur la Bible, encourageant également les enfants à participer à divers jeux. L'émission semble avoir eu beaucoup de succès à son époque et a été à l'antenne pendant plusieurs années. Bizarrement, presque tous les enregistrements et archives de cette série ont été effacés, nous laissant simplement une poignée de re-uploads survivant sur YouTube. C'est assez étrange. Il est vrai qu'il est difficile de trouver d'autres informations sur Joy Junction en dehors de ce que nous pouvons vaguement déduire à partir des images restantes. Et très sincèrement, c'est pas très important, parce que c'est pas du tout la principale raison pour laquelle ce show est devenu soudainement connu et a disparu d'internet. L'un des membres de la distribution de la série était un ventriloque du nom de Ron. Il était présent dans presque tous les épisodes, constamment rejoint par sa poupée Marty. En règle générale, ils avaient une conversation rapide sur le sujet du jour, du moins dans les archives survivantes, et c'est ce qui semblait servir de pont entre deux segments de l'émission. Le nom complet de Ron était Ronald Brown. Et dans les années qui ont suivi la fin de la série, il a lancé sa propre compagnie de marionnettistes en Floride appelée Puppets Plus. Sur son site web,
puppetsplus.com, on peut observer des commentaires clients, ainsi que les groupes d'âge pour lesquels il a été principalement embauché. Les plus populaires sont de 2 à 5 ans et de 6 à 11 ans. À première vue, ça semble assez normal dans sa profession. C'est littéralement son métier d'amuser les gamins. Le divertissement pour enfants était son point fort, profitant de sa petite notoriété qui lui avait été apportée par l'émission John Junction. Cependant, c'est lorsque nous revenons un peu en arrière et que nous regardons Ronald non pas en tant que personnage mais en tant que personne que les choses vont commencer à se gâter. Voyez-vous, au fil des ans, Ronald, en 1998, il a été arrêté pour une infraction au code de la route et a été retrouvé en possession de sous-vêtements de garçon. Il a dit que c'était rien de bizarre, son excuse étant qu'il les utilisait pour sa marionnette. D'ailleurs, c'est une théorie qui est plus que probable. Le problème, c'est que d'autres plaintes sont venues tout au long des années 2000, et elles se sont ajoutées à cette fameuse arrestation. Des plaintes selon lesquelles il conduisait des enfants dans la camionnette de son église. La police n'a jamais pu faire grand chose parce qu'il n'y avait pas de crime explicite commis. Néanmoins, c'était incroyablement étrange, mais pas suffisamment pour justifier une quelconque arrestation. Là où les choses deviennent vraiment folles, c'est lorsque nous arrivons au début des années 2010, dans lesquelles Brown se retrouvera pris dans une gigantesque controverse. En mai 2012, un homme nommé Michael Arnett a été arrêté après une opération d'infiltration. Il a été accusé de la production de contenu à caractère et en fouillant son domicile et son ordinateur, les autorités ont trouvé des canaux de discussion sur Yahoo Messenger entre lui et une personne du nom de U.E. Lime. Il s'est avéré qu'Arnett produisait des images de nature extrêmement choquante et les distribuait à d'autres utilisateurs en ligne à partir de ses pseudos CK3666, Sweet Talker Linda et Calf Keeper 2. Vous remarquerez que dans les discussions de U.E. Lime, tout était très ouvert à leurs désirs les plus sombres. Ils ont exprimé leur intérêt pour différents sujets, comme par exemple le cannibalisme, la torture, les agressions et tout ça dirigé contre des enfants, même dès l'âge de 2 ans. Le gros problème ici, c'est que U.E. Lime n'est pas une personne au hasard. On découvrira que sa vraie identité, c'est Ronald Brown. Laissez-moi seulement vous rappeler que c'est un homme dont toute la carrière, toute la vie, était centrée sur les enfants. Quelqu'un qui était, à un moment donné à la télévision, devant des milliers de personnes. Après avoir correspondu avec Yahoo.com, les autorités ont pu retrouver Ronald Brown et lier son nom d'utilisateur à un profil sur un site web de nécrophile nommé cutedeadguys.com. Le profil de Ronald a été perdu avec les années, mais celui-ci a bien existé. Ce qui est assez dingue, c'est qu'on peut très facilement trouver des infos sur lui sur le fameux site cutedeadguys.com, et c'est particulièrement perturbant. Sur le site, on peut lire sa biographie. Je les aime jeunes et morts. Je les apprécie frais, mais j'aime aussi les voir exposés dans leur cercueil. Plus bas, on retrouve sa dernière activité sur le site, où l'on peut y lire des commentaires qu'il a laissés sous des photos du site. J'aime le garçon blond. J'adorerais le renifler. Très chaudes les photos. Ce garçon a l'air mort. J'aime bien celui-là. J'adorerais les tuer. On peut dire, sans risque, qu'à ce stade, il y en a plus qu'assez pour justifier une arrestation. Le 19 juillet 2012, la résidence de Brown vient d'être perquisitionnée et dans sa maison, éparpillée partout, on a trouvé des images d'enfants ligotés et même de certains qui semblaient décédés. De plus, les agents ont trouvé des CD contenant à peu près le même matériel, une poupée gonflable habillée en garçon, un journal intime qu'il tenait sur ses fantasmes remontant à 1978
et même des livres sur les tueurs en série et le cannibalisme. Il a finalement été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison fédérale avec une surveillance à vie par la suite. Cependant, en août 2020, on annonce sa mort à la télévision. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse rester aussi proche d'enfants pendant si longtemps et d'en faire son métier, de passer à la télévision et derrière d'avoir des pensées aussi horribles et de fréquenter des sites aussi sordides. Sa carrière, ses faveurs dans les fourgonnettes de l'église, parce que oui, il s'est vraiment passé des choses dans ce fourgon. Cet homme d'apparence sympathique et enfantin avait certains des désirs les plus sombres imaginables. Avec le recul, je comprends pourquoi les dossiers de Joe Johnson ont été effacés d'internet. C'était une série avec une bonne prémisse et de bonnes intentions, mais ça a rendu le contenu beaucoup plus dark quand on a découvert qu'un des personnages de la série était très spécial. Nous sommes en 1928 et un film catastrophe romantique sur l'Arche de Noé sort en salle. Réalisé par un homme nommé Michael Curtis, il est présenté en première mondiale pendant une période de transition entre les films muets et les films à dialogue. Pour cette raison, il est surtout considéré comme un film hybride, avec de longues scènes jouées sur de la musique et avec cela de longues scènes de dialogue où on entend les acteurs parler, ce qui est une des premières fois que ça arrive dans le cinéma. La plupart des réactions négatives à propos de ce film sont dues à sa durée. Il dure 2h15, avec des parties considérables contenant des dialogues maladroits et des scènes interminables. Regarder ce film sans s'endormir est, pour être transparent avec vous, très proche de l'impossible pour nos standards d'aujourd'hui. Mais figurez-vous qu'à l'époque, c'était déjà de la merde. Pour cette raison, le film est retiré pour révision, et le contenu inutile est coupé. Et en fait, une bonne partie des séquences retirées sont à l'origine même de ce pourquoi le film est connu aujourd'hui. Et c'est plus particulièrement pour la scène d'inondation. Dans celle-ci, on peut observer un grand nombre d'acteurs qui se débattent pour sortir d'un temple en ruine et se diriger vers l'arche pour rester en vie. C'est un décor absolument grandiose avec beaucoup de choses et d'actions qui se passent en même temps. Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque, tout cela est réalisé avec des effets pratiques. Rapide cours sur les techniques visuelles au cinéma. Il existe 3 grandes façons de berner un spectateur. Les effets pratiques, les effets spéciaux et les images de synthèse, ou CGI. Pour faire très simple, lorsqu'on utilise de la CGI ou de l'imagerie de synthèse, on génère quasi entièrement, voire en fait entièrement, le contenu visuel que vous allez voir à l'écran à l'aide d'un ordinateur. Par exemple, vous avez une scène dans l'espace avec plein de planètes, on se doute bien que rien à l'écran n'est vraiment là et qu'on n'est pas allé dans l'espace pour le filmer. Néanmoins, c'est pas l'effet le plus utilisé, car c'est encore les effets spéciaux numériques ou VFX pour Visual Special Effects qui priment dans le cinéma aujourd'hui. En gros, certains décors, personnages ou même parfois vaisseaux spatiaux sont réellement présents sur le set. Mais on retrouve aussi des fonds bleus ou verts pour y incruster numériquement des choses. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est ce que fait beaucoup Marvel et qui donne à leurs films un look si particulier et réaliste puisque beaucoup des objets ou des décors visibles dans les films sont réels et ils n'ajoutent numériquement que les effets trop chers ou complexes à réaliser en vrai. Et vous aurez remarqué que je n'ai toujours pas parlé des derniers effets, qui sont pourtant encore très utilisés aujourd'hui. Il s'agit en gros de tous les effets réels, comme de vrais objets, des animatroniques ou des effets visuels comme des illusions d'optique. L'exemple le plus parlant étant dans Le Seigneur des Anneaux, où les acteurs ne sont pas en face mais éloignés les uns des autres pour les faire apparaître plus grands ou plus petits à l'écran. Mais les effets d'optique sont en réalité bien plus vieux, et surtout bien connus déjà à l'époque, comme par exemple dans Les Temps modernes de Chaplin, qui utilise simplement un carton imprimé avec une image de vide posée devant la caméra, de manière à donner l'illusion du vide. C'est exactement ce troisième effet qui sera utilisé dans notre cas, pour une scène très connue, qui est la scène de l'inondation. Dans cette scène, il n'y aura pas de CGI ou de VFX, mais bien que des effets pratiques. Autrement dit, les acteurs seront réellement immergés dans l'eau avec des vrais rochers. Certains pourraient apprécier dans le film que le jeu d'acteur ici est plutôt bien fait. Le fait est que certains de ces acteurs ne jouaient pas réellement la comédie. Parce que pendant cette scène, 3 acteurs se sont noyés et un autre aurait perdu sa jambe. Ce que vous voyez à l'écran, c'est littéralement des gens désespérés en train de se noyer. Faut comprendre qu'il y a plus de 2300 litres d'eau qui ont été déversés sur le plateau, et les figurants du film n'étaient apparemment pas au courant.
Il a été rapporté qu'avant le début du tournage, Michael Curtiz, le réalisateur, a été mis en garde contre le fait de mettre autant de personnes en danger avec tellement d'eau, et il aurait simplement haussé les épaules, affirmant que les figurants étaient censés être prêts à tout pour le film. Ils vont juste devoir tenter leur chance. Dans la version originale non coupée du film, il y a une rumeur selon laquelle vous pouviez voir les gens littéralement mourir à l'écran pendant une scène beaucoup trop longue. Et c'est littéralement ce qu'on appelle dans le jargon de l'horreur un snuff movie. Snuff movie et snuff film sont des termes qui désignent une vidéo ou un long métrage mettant en scène la torture, le meurtre, le suicide ou le viol ou plusieurs personnes. Dans ces films qui à la base étaient clandestins, la victime est censée ne pas être un acteur. Donc c'est une vraie personne qui est véritablement tuée ou torturée. Le thème du snuff movie est devenu un élément de la culture populaire, et un certain nombre de films vont aborder ce thème. Dans les années 1970, un certain courant cinématographique était à la recherche d'un réalisme le plus cru possible dans la violence et la mort. Plusieurs réalisateurs italiens ont mis en scène des récits de cannibalisme, de torture ou de dans des films qui sont devenus très célèbres. Vous avez très certainement déjà entendu parler de Cannibal Holocaust, Le Dernier Monde Cannibal, Cette Chienne de Vie, Salo ou Les 120 Journées de Sodome. Ces films vont faire scandale car les rumeurs accusent certains réalisateurs d'avoir été trop loin en filmant de vraies mises à mort, de vrais animaux ou d'êtres humains. Ces derniers s'en sont défendus, évoquant la seule qualité de leurs effets spéciaux, et en 1976, Carter Stevens décide de rajouter une scène choc au film de Michael Findlay, The Slaughter, que Steven va renommer Snuff. Ce qui va donner d'ailleurs naissance à Snuff Movie. Cette scène avait pour but de faire croire aux spectateurs que le pseudo-scénariste du film Snuff est une de ses actrices du film, The Slaughter, avant de la tuer de manière très barbare. Cette scène va créer littéralement une polémique qui va déboucher sur des enquêtes policières. Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato présente des scènes de meurtre d'animaux et d'humains d'une rare violence, mais également d'une femme que l'on verra par la suite empalée. Il faut savoir que la barbarie animale dans le film s'est avérée vraie. Néanmoins, les acteurs ont affirmé que pour tout ce qui était de tuer des humains ou de les torturer, c'était faux. Il n'y a que les animaux qui ont été torturés et tués, ce qui est déjà énorme. L'aspect du film est si réaliste qu'il laisse vraiment croire qu'il regarde un authentique snuff movie, c'est-à-dire des gens qui meurent vraiment à l'écran. Et donc c'est exactement ce qu'a fait le film dont j'étais en train de vous parler. Depuis les révisions et les coupes de la scène de l'inondation, la version originale est considérée comme perdue à jamais. On dit que Curtiz était à la recherche de la perfection, il voulait que son film soit grandiose et authentique. Néanmoins, dans cette poursuite de l'impeccable et cette poursuite du réalisme à tout prix, ça va quand même coûter la vie à 3 personnes ainsi qu'une jambe. Faut savoir qu'on n'a plus jamais retrouvé le film nitrate de cette scène et qu'elle a très probablement, comme je vous le disais au début de la vidéo, été détruit comme bon nombre des films qui étaient passés au cinéma et qui n'étaient plus à la mode. Et si jamais la bobine existait encore, personne ne l'a numérisée jusqu'à présent. Le 2 juillet 2014, une annonce a été postée sur Craigslist, un équivalent de Le Bon Coin aux États-Unis, et elle a été rédigée par ce qui semble être une fille de 18 ans nommée Brooke Slocum. J'ai besoin de 15 $ avant 15h30 aujourd'hui. Je peux vous rembourser plus tard ce soir, mais j'ai besoin d'essence. Tout le monde a la bronchite chez moi et je ne veux pas tomber malade. Je suis enceinte de 8 mois et mes poumons sont déjà assez encombrés. Si vous pouviez m'aider, ma fille et moi l'apprécierons grandement. Ce message est resté inchangé pendant 10 jours. À 22h08, dans la nuit du 12 juillet, Slocum reçoit un email d'un homme, son nom d'utilisateur est Mike's Hard. Je peux t'héberger, qu'est-ce que t'en penses? J'ai 25 ans. Il s'agit d'une réponse à une autre annonce distincte que Brooke avait rédigée à peu près à la même époque où elle sollicitait des relations sexuelles contre de l'argent. Selon ses amis, ce n'était pas volontaire, car son petit ami de l'époque, Charles Openir, 25 ans, la contraignait à le faire en l'accompagnant lors de ses rencontres. Slocum répond 20 minutes plus tard. Eh bien, nous recherchons des dons si possible. Nous sommes dans une situation financière difficile et nous avons un bébé en route. En ce qui concerne le plaisir, il n'y aura pas mon homme. Que penses-tu de 120 $? Je peux te conduire jusqu'à chez moi si tu en as besoin. Non, je peux voyager. Mais je ne peux pas t'héberger ensuite. C'est tout. Quand et où souhaites-tu me rencontrer? J'aimerais baiser dehors dans un parc vers 11h30. C'est d'accord? Je ne sais pas. Je veux pas avoir d'ennui pour une exposition indécente avec la police.
Je ne peux pas aller en prison alors que je suis enceinte de 8 mois. C'est sans flic. C'est un parc, mais derrière, il y a beaucoup de bois. Pas de flic du tout. » Ce dernier email est envoyé à 22h59. Et comme nous pouvons le voir, Mike est très impatient de rencontrer Slocum, qui a fini par accepter son voyage à Kazan Park, dans le Wyoming, Michigan. Il est minuit et le couple arrive au parc. Max Hard est aussi dans le parc. Au cours des minutes suivantes, Brooke est attrapé, ligoté, poussé dans le coffre de la voiture de Mike. Charles, son copain, tente de l'aider, mais sans succès, ce qui entraîne une violente altercation entre les deux hommes. On ne sait pas combien de temps ce combat a duré, mais pendant ce combat, Charles est violemment tué. Mike traîne son corps près des bois, lui scie la tête et recouvre le reste du corps avec des branches. Et sans un seul témoin, il saute dans sa voiture. À côté de lui se trouve, sur le siège passager, la tête de Charles et Brooke Slocum est derrière lui, attachée dans le coffre. Après avoir réalisé que la voiture de Brooke Slocum n'avait pas bougé depuis des jours, la police a commencé à enquêter. Lorsqu'on leur a demandé, ses parents n'ont rien pu répondre, ni sur son emploi du temps, ni sur son travail. Est-ce qu'ils ont voulu la protéger en ne révélant pas à la police comment Brooke gagnait illégalement de l'argent, ou est-ce qu'ils ne savaient vraiment pas? Ça, je peux pas vous le dire, c'est pas précisé dans l'histoire. On commence donc à fouiller le parc le 17 juillet, 5 jours après l'incident avec Mike. En parcourant une zone boisée qui bordait un arrière-terrain, la police découvre un corps sans tête sous des broussailles. Dans les heures qui ont suivi, on s'est rendu compte qu'Openir n'était pas célibataire et que sa petite amie avait également disparu. À la hâte, les autorités obtiennent un mandat de perquisition pour son appartement et commencent à fouiller son ordinateur portable. Sur celui-ci, il y avait un sacré paquet de conversations, mais une en particulier va retenir leur attention. Max Hard se démarque des autres. L'unité de cybercriminalité a été appelée pour une recherche sur la vraie identité derrière le pseudonyme Max Hard. Et ils ont découvert que son compte était lié à une autre adresse email, elle-même rattachée à un compte Facebook. Il s'agit du profil Facebook d'un homme, sauf que celui-ci ne s'appelle pas du tout Mike. Il s'appelle Brady. Brady Ostrike. La police se rend donc à l'adresse de Brady et en attendant un mandat d'arrêt, va commencer à faire le tour de la maison. Il n'y a pas assez de preuves pour un mandat d'arrêt à ce stade, mais vers 21h dans la nuit du 17 juillet, Brady a été aperçu en train de sauter dans sa voiture et de quitter sa maison. Quelques minutes plus tard, il est arrêté par un officier à quelques minutes de son domicile. Avant qu'il puisse l'interpeller, Brady s'enfuit, ce qui conduit à un refus d'obtempérer et une course-poursuite. Finalement, il perd le contrôle de son véhicule et s'écrase contre une barrière de ciment. Alors que les agents s'arrêtent pour l'appréhender, Brady sort une arme et se d'une balle dans la tête. Quelques secondes plus tard, la police s'approche et fouille son véhicule. À l'intérieur se trouve Brady Ostrike, 31 ans, mort sur le siège conducteur. Dans le coffre, enfermé dans une valise, se trouve Brooke Slocum, 18 ans, et sa fille dont elle est enceinte. Toutes les deux sont décédées. En fouillant la maison d'Ostrike peu de temps après, la police découvre une montagne de cordes, de couteaux, d'épées, de cages, de sangles et d'écritures assez bizarres qui n'ont en réalité que peu ou pas de sens. Ses toilettes sont inutilisables et toute sa maison n'était rien de moins que totalement répugnante. Le plus intéressant a été la découverte des appareils photo. Il s'est avéré qu'il en avait absolument partout chez lui afin de pouvoir documenter ses actions. Et ce que vous voyez ici, c'est Ostrike, alors qu'il prépare le sous-sol dans lequel il va garder Slocum pendant 5 jours. Il faut savoir qu'il existe des images et des vidéos de la torture exténuante que Brady Ostrike a fait subir à Brooke. Néanmoins, vous ne les verrez jamais. Le service de police qui s'est occupé de l'affaire a déclaré publiquement que ce contenu ne sera jamais diffusé, mais ils le décrivent comme quelque chose d'absolument ignoble.
et tout droit sorti d'un cauchemar. Pendant la période où Slocum était captive, et même lorsque la police était juste devant la maison, elle était en fait menottée avec une chaîne autour du cou. Ostrek lui aurait aussi attaché les bras aux cordes suspendues au plafond et l'aurait laissé pendre pendant qu'il l'agressait de façon sexuelle, et la torturait avant de l'étrangler à mort. Et tout cela a été filmé. Néanmoins, la police décide de ne pas partager les images et vidéos de cet enfer, qui est du coup devenu un lost media. La dernière activité en date concernant cette histoire remonte à des années. La main d'Openir a été retrouvée sur le bord d'une route à une trentaine de kilomètres au nord de Gazon Park. Et c'est actuellement le dernier update qu'on a de cette histoire. Et c'est très clairement, je pense, le meilleur exemple de faire attention avec qui on discute sur internet. C'est un peu horrible et alarmiste de ma part, mais je pense qu'il faut vraiment ne jamais croire ou rencontrer un internaute qu'on ne connaît pas vraiment dans la vraie vie. Faites attention avec qui vous discutez, s'il vous plaît, ne faites confiance à personne, et surtout n'oubliez pas que si ça a l'air bizarre, c'est que ça l'est. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est également. Bien qu'on retrouve très facilement des vidéos des caméras de surveillance de chez Brady, qui sont elles publiques et qui ont été uploadées par Wood TV 8, les images de torture sont elles considérées comme des lost media, perdus définitivement, qui pourraient ne jamais revoir le jour, sauf si elles sont leakées par un policier qui travaille là-bas, ou qu'un jour on décide de les diffuser, ce que je pense n'arrivera jamais. Et franchement c'est tout aussi bien. Nous sommes en 1972 et une journaliste nommée Christine Chabuk décroche avec enthousiasme un emploi à WXLT Channel 40. D'abord embauchée comme journaliste, elle a été réaffectée à un spot nommé Suncoast Digest. C'est un segment d'affaires locales diffusé à 9h du matin tous les samedis à la télé. Pendant son séjour là-bas, elle avait été attirée par un collègue journaliste nommé George Ryan. Et franchement, ça l'aurait pas dégoûté de sortir avec lui. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle lui préparait même souvent des gâteaux et exprimait son désir de passer du temps avec lui. Cependant, elle s'est rendue compte qu'il avait déjà une relation amoureuse avec une autre collègue et ça lui a clairement brisé le cœur. Surtout que Christine avait déjà dans le passé du mal à trouver l'amour. Selon sa famille, elle était sortie avec plusieurs hommes au fil des années, mais avait du mal à se connecter socialement avec eux. En plus de ça, en 73, Christine Chabuk a subi une intervention chirurgicale pour se faire enlever l'un de ses ovaires. Et par conséquent, ses médecins ont commencé à faire pression sur elle, affirmant que si elle n'était pas capable de concevoir dans les 2 ou 3 prochaines années, elle n'aurait probablement jamais d'enfant. À l'approche de 1974, Chibok a été témoin d'un changement dans la méthodologie de l'information visuelle. Christine a toujours eu le désir de poursuivre ce qu'elle croyait être des histoires à fort impact sur les problèmes affectant la communauté. Cependant, les dirigeants de la WXLT se penchaient davantage sur des histoires plus juteuses, utilisant la peur et le sensationnalisme pour stimuler l'audience et générer de l'audimat. Les nouvelles qu'elle était chargée de rapporter ont donc commencé à se déplacer de plus en plus vers un espèce de spectacle et du choc. Aujourd'hui, pour nous, c'est normal, mais à l'époque, les nouvelles, c'était vraiment juste de rapporter les nouvelles, et pas de se concentrer que sur des trucs alarmistes et hyper choquants. Et d'ailleurs, elle s'est fréquemment mobilisée contre cette pratique, mais malheureusement en vain. En conséquence, elle s'est retrouvée coincée dans un espèce d'état d'esprit où elle vivait dans un monde qu'elle commençait sincèrement à détester. Sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa vie amoureuse, tout ce qui l'entourait n'allait que de pire en pire. Le 15 juillet 1974, Christine est à l'antenne et ouvre avec un enthousiasme son bulletin du matin. Néanmoins, au lieu d'ouvrir son programme Suncoast Digest, de manière traditionnelle, elle affirme à la télé qu'il y a certaines nouvelles dont elle doit parler publiquement. Et pour commencer son bulletin d'information, elle s'assoit devant la caméra et pendant les 8 premières minutes, elle ouvre un segment sur 3 reportages nationaux, dont un sur une fusillade qui a eu lieu la veille. Une bobine de film de la fusillade est censée jouer, retraçant les événements, sauf que cette bobine de film s'est bloquée, laissant quelques instants de blanc où rien n'était diffusé à l'écran. En réponse, Christine s'excuse pour la gêne occasionnée. Ensuite, elle va sortir un espèce de script qu'elle avait écrit à la main et qui n'était pas préparé ou relu par la production. Pendant plus de 8 minutes, la présentatrice passe au travers des actualités les plus sanglantes, les plus morbides, les plus choquantes, comme le veut la direction de WXLT. Elle conclut son bulletin, Christine dégaine un revolver Smith & Wesson qu'elle a caché dans son sac. Elle le place derrière son oreille droite et elle tire. Elle tombe immédiatement en avant
sur son bureau. Complètement effrayé, le directeur technique va rapidement faire passer au noir et blanc l'émission et va précipiter le commencement du prochain film. Les appels ont commencé à affluer, les téléspectateurs remettant en question l'authenticité de ce qu'ils venaient de voir, certains croyant qu'il ne s'agissait que d'une blague morbide ou d'une farce. Mais c'est loin d'être le cas. De retour à la station, le directeur de l'information, Mike Simmons, avait découvert 2 pages d'un script laissé par elle. La première page contenait ce qu'on avait entendu précédemment, mais la seconde était destinée à être lue par un tiers. Aujourd'hui, Christine Chubbuck, lors d'une émission en direct, a été transportée d'urgence à l'hôpital Sarasota, où elle reste dans un état critique. La prédiction de Christine s'est avérée correcte, non seulement parce qu'elle était vraiment allée dans cet hôpital, mais aussi parce qu'elle est restée dans un état critique pendant 14 heures, jusqu'à sa mort. Peu de temps après, une injonction a été déposée contre Channel 40 par la famille de Christine, les empêchant de divulguer les images de sa mort. La bande maîtresse quadruple de 4 cm ainsi qu'une copie, qui avaient toutes les deux été confisquées par le département du shérif de Sarasota, comme preuve à la suite de l'incident, ont ensuite été remises à la famille qui les aurait détruites. Selon certaines rumeurs, une 3e copie de l'émission existerait dans les archives de la FCC. Cependant, cette affirmation n'a jamais été prouvée, elle a même été démentie par la FCC elle-même lorsqu'elle a été interrogée par un utilisateur du forum Find a Death. Il est intéressant de noter que c'est de la propre volonté de Christine que l'événement ait été enregistré, ce qui n'était normalement jamais fait en direct, et surtout en raison du coût des cassettes à l'époque. Le 31 janvier 2017, une vidéo intitulée Freak 5 Lost Footage a été mise en ligne par le youtubeur appelé Nation Squid, présentant 5 Lost Media qu'il considérait comme effrayants ou dérangeants. L'histoire de Christine est au numéro 1 de sa liste. À la fin de la vidéo, à 8 minutes et 46 secondes, il semble y avoir des images où l'on voit Christine vraiment prendre son arme et se tirer une balle dans la tête. C'est en noir et blanc, avec un son et une vidéo complètement déformées, et depuis ce moment-là, de nombreux utilisateurs de YouTube ont reposté les images soi-disant vraies, et beaucoup de discussions et de débats ont été lancés sur des sites comme 4chan, le forum Nation Squid, ou même sur les forums Lost Media Wiki, sur l'authenticité des soi-disant images. Nation Squid lui-même n'a jamais répondu aux questions quant à savoir si les images étaient réelles ou fausses, et par conséquent, les utilisateurs des sites ont proposé des théories et des analyses pour tenter de rendre un verdict. Le 13 février 2017, les images vues dans la vidéo de Nation Squid ont été confirmées fausses par Gordon Galbraith, qui était le directeur de l'information du programme Newswatch sur WXLT TV que Christine animait au moment de son suicide. Début 2021, le youtubeur Atalist a acquis ce qui est accepté comme étant un enregistrement légitime de la cassette audio de l'incident via un collectionneur privé non divulgué, publiant la partie du journal télévisé avant le suicide sur sa chaîne YouTube en février de la même année. Il explique qu'il a choisi de ne pas publier l'audio du suicide par respect. L'audio correspond effectivement à la voix de Christine et correspond également aux informations rapportées ce jour-là, ce qui clairement ne laisse aucun doute quant à son authenticité. En avril de la même année, Atalist a diffusé l'intégralité de l'audio via sa chaîne YouTube. Elle est depuis restée privée, tout comme l'autre vidéo où il n'y a pas les derniers mots et le coup de feu. Apparemment, selon une autre théorie, il y a une seule cassette de cet incident qui existerait, et elle serait conservée par Bob Nelson, le propriétaire du programme. Après sa mort, c'est donc sa femme Molly qui en héritera avant de la remettre définitivement à un cabinet d'avocats. Il y a donc de fortes chances qu'elle soit conservée en tant qu'archive ou même détruite. Mais rien ne laisse présager que quiconque ne reverra jamais cette vidéo ou ne la diffusera au grand public. Nous sommes dans les années 80, c'est la génération Retour vers le futur, on écoute du Journey, Survivor, Guns N' Roses, En roulant Mustang, et les films d'horreur comme Halloween envahissent les cinémas. Et dans un spectacle de stand-up comique nommé An Evening at the Improv, un enfant acteur devenu musicien nommé Corey Feldman présente en avant-première mondiale son dernier morceau, Something in Your Eyes. Hey, ladies and gentlemen. I'm going to start the show off tonight a bit differently than usual. What I'm going to do is I'm going to world premiere my song that I just finished writing and producing with Michael Damian for my new movie, Dream a Little Dream, with Jason Robards. It's called Something in Your Eyes. I'm going to do it right now. Comme nous pouvons le voir, il a une réaction mitigée du public.
clairement en playback et s'inspirant à fond de Michael Jackson, il utilise des mouvements de danse du roi de la pop dans un style musical qui pue l'imitation. Ok, le mec se tape une moitié de honte et n'aura pas de standing ovation de la part du public. Mais c'est pas si grave que ça. Vous vous dites sûrement qu'un mec qui se tape la honte, et surtout à la télé, ça arrive très souvent, et ça se retrouve pas dans un épisode de vidéo flippant sur YouTube. Eh bien vous avez pas tort. La raison pour laquelle j'évoque cette vidéo est en réalité pour un moment en particulier que je ne vous ai pas encore montré. Vers la fin de la chanson, le producteur de Feldman fait un plan incroyablement étrange sur quelque chose qui n'est pas du tout à sa place pour un show comme celui-ci. On y voit une femme attachée sur une table qui semble se débattre dans une pièce sombre et vide. Alors je sais que c'est les années 80, c'était leur délire de rajouter des plans de coupe chelous qui ont mal vieilli et qui aujourd'hui pourraient, de par l'esthétique, me mettre mal à l'aise. Mais le problème, c'est que dans notre cas, nulle part dans cette chanson, Feldman ne mentionne une femme attachée à une table de billard. Et surtout, des coupes comme celle-ci ne se reproduisent plus dans le reste du clip. Ça semble vraiment étrange et les discussions à ce sujet sont en plus très rares. Les seules mentions que j'ai pu trouver proviennent de Reddit et de quelques commentaires YouTube, mais aucun d'entre eux n'a vraiment attiré l'attention et leurs sources sont pratiquement inexistantes. Comme on peut le voir, la vidéo de cette femme a été rajoutée en post-production, puisqu'elle n'est pas vue par le public au moment où la musique est tournée, et contrairement aux autres plans de coupe, celui-ci a une bordure différente. Il est en noir et blanc et semble être de qualité légèrement inférieure à ce qui est filmé en direct de l'émission. Dans les images, nous avons une femme aux cheveux bruns ou noirs attachée au coin d'une table de billard. Et ce, dans ce qui semble être une petite pièce avec une lumière oscillante au-dessus d'elle, et elle semble bouger à cause d'un inconfort. Cette séquence pourrait être l'une des trois choses suivantes. Soit c'est une scène d'un film d'horreur, soit c'est un contenu légitime et réel qui s'est retrouvé là par hasard en mélangeant des bobines ou des cassettes. Soit c'est vraiment un truc qui est censé être là et alors je comprends pas quel est l'artiste qui voulait ça. Cette coupe, elle a été vue par des milliers de personnes qui regardaient la télé et jamais personne n'en a parlé. C'est malheureusement d'ailleurs la seule info qu'on a pu trouver sur cette femme. On sait pas qui c'est, pourquoi elle est là, aucun film ne semble contenir cette scène, et le lost media ici, c'est justement ce qui suit après la coupure. Personne n'est capable de retrouver un contenu qui puisse nous montrer ce qui se passe avant ou après cette scène. Et donc, on peut pas savoir non plus s'il s'agit d'un film, d'une pub, d'une émission, ou vraiment de quelque chose de beaucoup plus dark. D'ailleurs, si vous avez des théories, ou que vous avez peut-être déjà vu ce passage autre part, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, ou ce que vous avez vu, ça m'aiderait beaucoup dans les recherches parce que j'ai envie de trouver l'origine de cette femme et surtout si c'est un truc artistique ou si vraiment il y a quelque chose de plus dark derrière. Nous sommes le 31 mai 2013 dans la ville d'El Reno, dans l'Oklahoma. C'est un vendredi comme les autres, à l'exception d'un petit problème. Le service météorologique national de Norman a émis un avertissement de tornade pour le sud-ouest du comté d'Oklahoma. À l'approche du début de soirée, des alertes retentissent au sujet d'une tornade potentielle à vortex multiples qui pourrait toucher la région. C'est quelque chose que les météorologues n'ont jamais vu auparavant. C'est sans précédent et c'est différent. Pour ceux qui sont comme moi et qui ne savaient pas ce que c'était une tornade à vortex multiples, ce qui est tout à fait normal, hein, heureusement d'ailleurs, en fait il s'agit simplement d'une tornade constituée de plusieurs tourbillons. On va dire que c'est une triple tornade quoi. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que les tornades à vortex multiples sont très souvent à l'origine de dégâts extrêmement sévères, de par leur construction spécifique, et selon les études, la différence de rotation entre deux tourbillons peut en effet ajouter jusqu'à 160 km/h au vent au sol en un endroit précis, ce qui produit des dommages très localisés et très intenses. Si vous en savez plus et que je dis de la merde, n'hésitez pas à me fumer dans les commentaires. À 18h03, un monstre EF3 s'abat environ 20 km au sud-est d'El Reno, à Oklahoma.
Rapidement, il gonfle en taille, devenant plus violent de minute en minute. Il reste principalement au-dessus de champs, ce qui est une bonne chose pour les villes voisines. Oui, je sais, je vais expliquer ce que c'est EF3, ça arrive. Pour classer les forces et dangerosités des tornades, on peut utiliser plusieurs échelles de mesure, un peu comme pour les tremblements de terre, où on utilise l'échelle de Richter, que vous avez normalement vu à l'école, mais pour se rafraîchir la mémoire, plus la magnitude augmente, donc plus le chiffre est élevé, plus le tremblement de terre est important. Pour les tornades, c'est pareil. On utilise l'échelle de Fujita, qui note par tranche intitulée EF, suivi d'un chiffre, la dangerosité des tornades et leur violence, ainsi que le type de dégâts causés. On voit par exemple qu'une tornade EF1 se trouve presque en bas de la courbe de Fujita, et causera donc des dégâts légers, alors qu'une tornade EF5 dévastera absolument tout sur son passage. Vous voyez donc que dans notre histoire, il s'agit d'une tornade EF3, provoquant des dégâts jugés considérables. Au milieu des années 2000, une équipe de chasseurs de tempêtes, connue sous le nom de Twistex, a été formée pour la chaîne Discovery Channel, dirigée par un homme nommé Tim Samaras. Il a réuni un groupe de 10 scientifiques dans le but de chasser et de documenter la dynamique des diverses super tempêtes, en utilisant de nombreux véhicules équipés de sondes météorologiques. Pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique assez populaire, ce sont souvent des passionnés ou des scientifiques qui tentent de s'approcher, de filmer, de documenter et d'analyser les phénomènes des tornades. Cette pratique se fait beaucoup aux États-Unis, on s'en serait pas douté. La nuit de la tornade d'El Reno, Tim Samaras ainsi que 2 autres membres, un vidéaste nommé Paul Samaras et un météorologue nommé Carl Jung, pas celui-là, ont été envoyés dans l'un des fourgons Chevrolet équipés pour la chasse aux tornades dans le but de déployer un drone météorologique dans l'espoir de capturer des données atmosphériques et sismiques. Étant considéré comme l'un des chasseurs de tempêtes les plus sûrs de l'industrie, Samaras était donc prêt à relever le défi et lui et son équipe ont donc décidé de poursuivre la tornade d'El Reno. Tout ça ignorant un détail qui donnera naissance à ce lost media, la volatilité de la tornade. Au fil des minutes, le vortex change rapidement de direction. Il augmente sa vitesse et atteint une taille jamais vue auparavant. À son apogée, la tornade a atteint un diamètre de 4,2 km, ce qui en fait la plus grande tornade en surface jamais enregistrée. Je sais que c'est vu et revu comme représentation, mais bon, je vois pas mieux pour expliquer, c'est l'équivalent d'un terrain de football professionnel, multiplié par 40. 40 terrains de football de diamètre, soit 6,6 km². L'équipe de Twistex déploie donc son drone météorologique avant de sortir de la zone de danger le plus rapidement possible et se dirige vers une autoroute dans l'espoir d'aller vers le sud, et ce afin de suivre la tornade et d'éviter tout danger. Cependant, à leur grande surprise, la tornade se tourne rapidement et de manière inattendue vers eux. Dans les minutes qui suivent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire demi-tour, avant qu'ils ne se rendent compte que la tempête les rattrape, laissant les 3 hommes impuissants à l'intérieur de leur fourgon. Avec la force de la tempête, Carl et Paul sont carrément éjectés du véhicule, tandis que Tim reste piégé à l'intérieur. Et n'ayant nulle part où se réfugier, tous les 3 vont perdre tragiquement la vie. 2 jours plus tard, et à 800 mètres du point d'impact, les corps de Paul et Carl sont retrouvés. Et non loin d'eux, leur véhicule avec Tim toujours à l'intérieur. Après une fouille, les autorités trouvent leurs effets personnels éparpillés dans un ruisseau voisin, dont un appareil photo appartenant à Carl. Ce qui est assez fou, c'est qu'il était toujours en état de marche. Et les derniers moments de ces 3 personnes dans ce véhicule ont été enregistrés dessus. À ce jour, seule une poignée de personnes très sélectionnées ont eu accès à cette vidéo, dont l'un est un ami proche de l'équipe nommé Gabe Garfield. Il a déclaré publiquement qu'en le regardant, il pouvait entendre Carl décrire à quel point l'air était devenu étrangement calme autour d'eux et que tout semblait bien aller. Immédiatement après, Tim Samaras rétorque « En fait, je pense que nous sommes dans une mauvaise passe », suggérant qu'ils vont s'en sortir mais que c'est un peu chaud. Sauf qu'ils se sont ensuite dirigés petit à petit vers son centre. Pour autant que l'on sache, ces images n'ont jamais été rendues publiques, et il n'est pas prévu de le faire. Néanmoins, c'est intéressant de noter que sur YouTube, on est en mesure de retrouver une prise de vue qui semble être d'une GoPro qui se trouvait sur le tableau de bord du véhicule de l'équipe Twistex dans les instants précédant l'incident. Alors qu'ils continuent leur chemin, ils se dirigent en fait sans le savoir vers le 3 Mile Monster, le monstre de 3 miles. Le soir du 9 mars 2001,
dans le petit village de Rothenburg, en Allemagne, un homme est dans sa baignoire, décédé. Il est ici depuis 3 heures et gît dans une mare de son propre sang. Ses organes reproducteurs ont disparu, sa gorge est grande ouverte. Pour attirer certains des types de personnes les plus dépravées, il y a malheureusement plusieurs sites web centrés sur des fétiches et des intérêts. Et celui qui a pris de l'importance au début des années 2000, c'est un site nommé Cannibal Café. Il réunit une communauté de vorophiles, ceux qui désirent consommer d'autres êtres humains. Il s'agit d'un fantasme assez lugubre, mais malheureusement partagé par une communauté assez grande pour qu'un site lui soit dédié. Le site web affirme fermement que tout ce qui est publié ici n'est que pour fantasmer et qu'il est interdit d'aller au-delà. Au début des années 2001, un homme qui se fait appeler Frankie publie de nombreux messages sur Cannibal Café. Il est à la recherche de ce qu'il appelle un jeune garçon d'abattage et va poster une demande très particulière. Je suis à la recherche d'un jeune garçon entre 18 et 25 ans. Si tu as un corps normal, je te dépecerai et mangerai ta chair. C'était une requête d'une simplicité troublante. Au fur et à mesure que les messages de Frankie attiraient l'attention, des volontaires arrivaient au compte-gouttes. En fin de compte, ils ont tous fini par se retirer. Mais il y en a un qui l'a pas fait. Un ingénieur en informatique nommé Bernd Brandt exprime à Frankie qu'il a un fétiche très spécial. Ce n'est pas pour consommer les autres, mais pour exactement le contraire. Il veut être consommé par quelqu'un, et il veut que Frankie soit celui qu'il mange. Au cours des jours suivants, les deux hommes échangent leurs coordonnées par email, et c'est là que Bernd Brandt apprend que le nom de Frankie n'est rien d'autre qu'un pseudonyme. Bon, ça j'avoue on pouvait s'en douter, surtout sur un site comme ça. Le vrai nom de cet homme est Armin Meiwes, et il est prêt à le rencontrer dès que possible. C'est la nuit du 9 mars, et Brandt est en route pour la maison d'Armin. On ne sait pas exactement ce qu'il a en tête, mais on sait par contre qu'il sait déjà ce qui va arriver. Brandt commence par une demande intéressante. Il veut que son appareil reproducteur soit mordu et mangé. Meiwes lui coupe alors son appareil et essaie de le manger, mais n'y arrive pas en raison de sa texture compliquée à mastiquer. En conséquence, il le coupe et le jette dans une poêle avec diverses marinades et assaisonnements. Cependant, après plusieurs minutes, il finit par le brûler au point où il est tout simplement immangeable. Il retourne voir son ami Bernd et se rend compte que celui-ci est de plus en plus faible et qu'il a perdu beaucoup de sang. Meiwes va alors l'escorter jusqu'à la salle de bain et au cours des minutes qui suivent, il le place dans une baignoire. Il va lui donner un cocktail d'analgésique et lui tranche la gorge et l'embrasse sur le front alors que la vie de Bernd s'estompe sous ses yeux. De manière assez déconcertante, pendant toute cette horreur, rien n'a été fait sans le consentement de Bernd. Au cours des jours suivants, Armin Meiwes démembre Brandt, stockant ses restes dans son congélateur avec rien de plus que des pizzas congelées et un rat mort. Tout ce qu'il lui fait est filmé par une caméra qu'il a sous la main. Et tout est immortalisé sur une cassette VHS. L'assassinat, le démembrement, la mise dans des sachets et la congélation, tout est enregistré. Au cours des 10 mois suivants, Armin consomme plus de 20 kg de chair humaine appartenant à Bernd, retirant et cuisant des parties de son corps quand il le souhaite. Avec ça, il se rend au Cannibal Café pour se vanter en détail de ses actions. En décembre 2002, un autre membre du Cannibal Café signale de nombreux messages explicitement détaillés de Frankie aux autorités, ce qui va provoquer l'intérêt de la police et les fouilles de sa maison. La police découvre de nombreuses parties du corps ainsi qu'une seule cassette d'une durée de 4 heures montrant le meurtre et le démembrement de Brandt. En raison de leur découverte, Armin Meiwes a été immédiatement appréhendé et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce cas bien précis, Bernd est consentant pour se faire manger. Dans un sens, il n'y a rien de vraiment illégal qui s'est produit. Il est néanmoins condamné pour meurtre et aujourd'hui il est encore incarcéré en prison. Et d'ailleurs il restera derrière les barreaux jusqu'à la fin de sa vie. Néanmoins ce qui nous intéresse ici, c'est que la cassette qu'Armin a fait et qu'il a filmée pendant la nuit n'a jamais vu la lumière du jour en dehors de la salle d'audience pendant son procès. Considéré comme trop horrible pour être montré au grand public, le monde est laissé à spéculer sur son contenu. À l'époque du Cannibal Café, Armin avait digitalisé les cassettes pour les mettre sur un forum. Mais les autorités ont immédiatement fait supprimer la vidéo et il semble que personne n'ait pu ou n'ait pensé en faire une copie. Les cassettes ont été visionnées par une poignée de policiers et d'enquêteurs, puis diffusées lors de l'audience de Armin. Et puis, plus rien. Les cassettes sont aujourd'hui aux archives de la police et conservées sous clé.
De façon assez étonnante, il existe néanmoins 3 captures d'écran ou photos qui circulent sur internet et dont l'origine est confirmée comme étant des originaux et non des fakes, où l'on peut effectivement voir Armin découper Bernd, et on pense que ces captures sont issues soit d'une fuite d'un agent de la police, soit d'un leak lors du procès, puisque ce sont les seuls moments où le contenu des VHS a été diffusé. Évidemment, je ne vous montrerai pas les quelques photos qui restent de cette horreur, et je vous déconseille très formellement et fortement de les chercher. Une creepypasta, c'est une légende urbaine effrayante diffusée sur internet, pouvant se décliner sous plusieurs formats, images, vidéos, fichiers son, textes. Elles font partie d'une époque aujourd'hui révolue de l'horreur d'internet, mais a été l'introduction pour beaucoup d'entre nous, dont moi, à l'horreur en ligne. Suicide Mouse, Ben Drowned, Slenderman, Sad Satan font partie des histoires d'horreur en ligne les plus connues qui existent. Et pour beaucoup d'entre elles, elles ont tellement tourné que même les gens qui s'y intéressent pas au début en ont forcément déjà vu. Comme par exemple Slenderman, qui est au passage l'une des creepypastas les plus connues jamais créées. Une autre très connue est par exemple Jeff the Killer. C'est très certainement une histoire qui a fait son temps et qui aujourd'hui n'est plus très effrayante, mais elle reste la pierre angulaire des creepypastas. Tout au long du début des années 2010, l'image a été partagée dans le monde entier, bien que la plupart des gens ne sachent pas forcément qu'elle s'est retrouvée, un peu par hasard, prise dans une grosse toile de controverse et de mystère qui, lui, était bien réelle. L'histoire, telle que nous la connaissons, a été écrite par un auteur sur le wiki creepypasta nommé GameFuel 2000, dans laquelle sa première date de publication connue est le 21 novembre 2011. Curieusement, un utilisateur en ligne connu sous le nom de Cesseur s'était manifesté peu de temps après son explosion en ligne, affirmant qu'il était en réalité le vrai créateur de Jeff. C'est une affirmation audacieuse, mais ça devrait être relativement facile à prouver. Il suffit de nous partager un fichier qui date d'avant l'explosion de la creepypasta pour démontrer qu'elle a bien été écrite avant par Cesseur. Le 3 octobre 2008, une vidéo a été partagée sur une chaîne YouTube appelée Killer Jeff, un pseudonyme dont Cesseur revendique la propriété. La vidéo est plus ou moins un diaporama et nous montre des morceaux de l'histoire de Jeff the Killer sur des photos diverses de personnages de son histoire qu'il a créée. Il est assez intéressant de noter que cet upload est accompagné d'un article posté sur le site Newgrounds, où le même utilisateur a publié un message le 10 août de la même année. L'histoire du vieux Jeffy. Il aime le monde de l'horreur avec les histoires de fantômes ou les slasher movies. L'avez-vous déjà rencontré en personne? C'est un homme que l'on appelle bizarre. Il est pareil au jeu Bloody Mary, à la seule exception qu'il faut le faire dans un placard, éteindre toutes les lumières et s'asseoir en tailleur, en répétant « Il est ici, avec moi ». Et ce, en bougeant votre tête d'avant en arrière. Une fois le rituel terminé, fermez vos yeux et appelez Jeff. Il apparaîtra en mettant son visage juste devant vous et criera, et vous fera du mal. Pour l'arrêter, il faut le complimenter. Ne pas le faire vous vaudra des nuits de cauchemar. À présent, c'est à vous. Cesseur est le créateur de Jeff the Killer, car il nous fournit la preuve de la première utilisation à la fois de son nom et de son image. En décembre 2015, le créateur Scare Theater est entré en contact avec Cesseur. Il lui a posé un paquet de questions telles que « Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pourquoi l'appelez-vous Jeff ? Et vous attendiez-vous à ce qu'il devienne si connu ?» Permettant aussi par la même occasion de partager l'histoire de Cesseur et ce qui l'a poussé à créer ce mastodonte de l'horreur. Il est intéressant de noter que Scare Theater demande à Cesseur les origines de l'image de Jeff, ce à quoi elle répond simplement « L'image a été faite à l'aide d'un masque en latex blanc et de grands yeux en plastique avec une substance en caoutchouc rouge qui simulait le clignement des yeux. Il y avait aussi un anneau noir autour de mes yeux qui était allumé, recouvrant une paupière rouge. Après sa réalisation, 2 ou 3 photos ont été prises et postées sur internet. Et ben voilà. Mystère résolu, c'était franchement pas si compliqué de savoir d'où ça venait. Cesseur a créé quelque chose qui a effrayé des millions de personnes en ligne et l'a fait avec nul autre qu'un masque en latex et de faux yeux. Peu de temps après l'interview de Cesseur, une vidéo a été trouvée sur une chaîne YouTube appelée Dark Knight. Elle a été mise en ligne le 2 août 2007 et s'intitule NNN Special Broadcast. Elle est basée sur une légende urbaine japonaise entourant une liste déroulante de noms comme on en voit dans tous les films vers environ 3h du matin alors que personne ne devrait la regarder. La liste serait accompagnée d'images horribles et de sons bizarres. Ça pourrait être totalement décorrélé de notre histoire, mais vous voyez, à la toute fin de cette vidéo, Dark Knight glisse une petite surprise qui change tout ce qu'on pensait savoir sur Jeff the Killer.
c'est là qu'on s'est rendu compte que Caesar est une fraude. Il a menti alors que tout le monde le croyait être le créateur original de la creepypasta. En 2018, des enquêteurs du web se sont rendus sur un forum japonais, aujourd'hui disparu, nommé pia.cc. Il s'agit d'un site web totalement ordinaire contenant des articles de blog et de discussions en ligne. Cependant, en 2005, un post très obscur se cachait. Et c'était lui. On l'avait retrouvé. Encore. Cette photo a été uploadée le 15 novembre par un utilisateur nommé Omega Bolt. Cependant, à ce jour, le contact avec lui a été absolument inexistant. Malgré les tentatives de lui parler et de comprendre d'où il tenait cette image et s'il en était le créateur, c'est silence radio. Cependant, cette découverte est loin d'être une impasse, car cette photo va être passée dans un analyseur de données EXIF. Et il a été constaté que son nom de fichier est Prettyface. Un EXIF en photographie est un ensemble de données attachées à une image au format JPEG, mais également au format TIFF, RIF, WAVE, etc. Ce qui permet de communiquer certaines informations au sujet de cette image. Chaque photo dispose donc de ses propres données EXIF. C'est en quelque sorte sa carte d'identité. Dans notre cas, les données EXIF nous permettent entre autres d'avoir accès au nom du fichier, Prettyface. Ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines plus tard, on fait encore une fois une découverte assez inattendue. Pour la toute première fois, une version alternative, moins modifiée, de Jeff the Killer a été découverte, nommée White Powder 2. La vidéo a été uploadée par un utilisateur nommé Mr. Mulholland et dans sa version, on peut découvrir un détail qu'on n'avait pas avant, parce qu'il avait été modifié sur Photoshop. La bouche. La bouche n'est plus déformée. Les traits accentués du visage ont disparu et les yeux, auparavant inquiétants, sont remplacés par une version alternative, beaucoup plus crédible. Contrairement à Omega Bolt, Monsieur Mulholland a été retrouvé et contacté via Twitter. Il a affirmé avoir vu l'image avant qu'elle ne soit éditée et pense qu'elle provienne d'une vidéo en ligne montrant une femme asiatique à l'intérieur d'une maison. Apparemment, son visage était extrêmement pâle et des captures d'écran légèrement modifiées d'elle ont été partagées sur des forums japonais, et ce au milieu des années 2000. Plus tard, les utilisateurs ayant partagé Jeff the Killer déclarent qu'ils n'ont pas l'image originale et ils pensent qu'elle n'existe plus sur internet, et spéculent qu'elle pourrait provenir d'une émission de télévision nommée Honto Nyata Noroi no Video. Mais aucune correspondance n'a été retrouvée. Comme vous le voyez, on se heurte encore et toujours un mur. C'est ultra compliqué de retrouver l'origine de cette photo parce qu'elle semble avoir des dizaines d'origines différentes, que chacune d'entre elles fait référence à au moins une autre origine encore plus vieille. Bref, en gros, c'est le bordel. Et vous allez voir que c'est pas terminé. Il y a une autre photo, à ce jour considérée comme la plus ancienne observation de Jeff the Killer, sur la page d'accueil d'un site web nommé fileman.n1e.jp. Les seuls indices qui accompagnent cette photo est la légende. Heure d'une nuit d'été. Et lorsque l'on clique dessus, on remarque que son titre affirme simplement qu'il s'agit d'une photo d'une célébrité avant une chirurgie plastique. En dehors de ça, aucun autre contexte n'est donné. Avec ses sœurs, au fil des années, il y a une poignée de prétendants à l'image originale qui ont gagné en popularité. Et l'histoire de Jeff the Killer, hors de la creepypasta, est déjà en soi une histoire à elle toute seule. C'est une méta qui est vachement intéressante puisque les origines même de cette creepypasta, c'est-à-dire la photo originale, est un véritable mystère. C'est d'ailleurs l'un des mystères d'internet les plus anciens de tous les temps et on pense qu'il ne trouvera tout simplement jamais de réponse finale. D'autres versions de Jeff vont être découvertes au fil des années, mais au final elles comportent plus de modifications esthétiques que la version 1, prouvant qu'elles ne peuvent pas lui être antérieures. C'est fou, mais il y a quelque chose de captivant dans des sujets qui semblent insolubles, surtout quand le sujet en lui-même, il est déjà vachement sombre et il est clairement flippant. Et j'irais même jusqu'à dire que pour beaucoup de notre génération, Jeff the Killer est même une fondation de nos connaissances et notre appétit pour l'horreur d'internet, et même de l'horreur en général. Et peut-être qu'en fait, l'enfant en nous, qui était terrifié par cette photo étant plus jeune, veut sa revanche sur des nuits de cauchemar, et veut du coup la vérité. Une chose est sûre, la personne qui a pris cette photo à ce jour ne s'est jamais manifestée. Je crois que ce mème populaire est une image d'un snuff film. J'espère que vous pourrez me prouver que j'ai tort. S'il vous plaît, laissez-moi savoir si c'est pas le bon endroit pour poster ceci. J'ai vu ce mème être posté pendant assez longtemps, généralement avec des titres liés à l'alcool, comme si la personne allongée sur l'herbe était ivre. Je n'oublierai jamais une vidéo que j'ai vue sur le Deep Web il y a environ 8 ans, qui montrait deux Russes
jouant avec le corps d'une femme décédée, insérant un couteau de cuisine dans son visage, et d'autres choses terriblement atroces, tout en parlant et en riant. Chaque fois que je vois ce mème, je pense à cette vidéo. Et après avoir bien regardé, je pense qu'il peut s'agir d'une image tirée de la vidéo. La vidéo dont je vous parle se déroule dans un cadre très similaire, comme par exemple le puits en béton et l'herbe qui l'entoure. Mais il se pourrait très bien que je m'en souvienne mal. Les questions qui me restent sont les suivantes. Est-ce que quelqu'un connaît l'origine de cette photo? Y a-t-il quelqu'un ici qui est familier avec le clip dont j'ai parlé? Et si oui, d'où pourrait-elle en provenir? Je ne me souviens certainement pas assez bien du clip pour être sûr que c'est la même photo ou non. Je sais que je pourrais simplement le vérifier moi-même, mais je me suis engagé à plus jamais chercher ce genre de contenu. J'espère que certains d'entre vous pourront m'aider. Merci. Voici l'image. Mon métier me demande très souvent de me renseigner sur des crimes et des affaires de meurtre. Il m'est donc malheureusement trop souvent donné de voir des images ou des vidéos que j'aurais aimé ne jamais voir, et qui flashent parfois dans ma tête de temps en temps, comme pour me rappeler que derrière mon écran, c'était bien une personne morte, parfois méconnaissable, que j'ai regardé. Lorsque j'ai vu cette photo pour la première fois, c'est exactement ce vibe que j'ai ressenti, la mort. Comme nous pouvons le voir, nous avons ce qui semble être une personne aux cheveux blancs, allongée face contre terre dans un champ d'herbe. Il ou elle est vêtu d'une grande chemise blanche à manches longues, un jean bleu foncé et des bottes. Le corps gît d'une manière inanimée et toute l'image est clairement rendue plus flippante et sombre à cause de son esthétique due à la dégradation VHS, ce qui implique qu'elle provient d'une vieille vidéo qui aurait été numérisée. À sa gauche semble se trouver un socle en béton et au-dessus, il semble y avoir une sorte d'objet métallique. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres caractéristiques d'identification et évidemment, il nous est impossible d'identifier la personne. Pas de tranche d'âge, pas de lieu, pas de référence pour la taille, pas même de confirmation que cette personne soit vivante. Une recherche inversée de ce mème ne fait apparaître que très peu de choses, à part le fait que la première version archivée provient d'un article de blog en 2016. Elle semble également avoir été copiée d'une autre source car des artefacts de compression sont présents. Un artefact de compression, c'est une distorsion notable des médias, d'une compression avec perte. La compression de données avec perte consiste à supprimer certains des données du média afin que celui-ci devienne suffisamment petit pour être stocké dans un espace souhaité. Le résultat le plus courant est une perte de qualité ou l'introduction d'artefacts. Et cet artefact de compression est visible sur notre mème, ce qui semble prouver qu'il ne s'agit pas de la photo originale. En se tournant vers Yandex, un site qui permet aussi de faire des recherches inversées de photos, on découvre une tendance intéressante. Curieusement, il existe une flopée d'images de personnes allongées dans un champ, semblant mortes, toutes étiquetées avec des légendes qui semblent pour la plupart innocentes et drôles. Mais là où les choses deviennent vraiment étranges, c'est que plusieurs des images partagent des ressemblances assez folles avec notre image originale, même si elle semble clairement n'être qu'un fake ou une mise en scène. Ce qui est dingue, c'est que personne n'a jamais pu retrouver l'origine de ces images. Personne ne sait qui sont ces gens, s'ils vont bien, s'il s'agit simplement d'une mise en scène, et le fait que les internautes utilisent ces images comme des mèmes sans en connaître la provenance et la signification est un peu troublant, puisqu'il s'agit quand même d'un corps abandonné par terre, et personne ne sait si ces gens-là sont bel et bien décédés. Ils ont donc été utilisés à des fins humoristiques par des milliers d'utilisateurs et partagés dans le monde entier, sans savoir s'ils sont vivants ou morts. Les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à dire que c'est un format qui est inspiré de la vidéo de Nexpo. Je vous invite bien sûr à aller voir les vidéos et sa chaîne originale en description. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. C'était Juliano. Ciao.